Donc, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau numéro des mardis d'Objectif Hand. Donc ce soir, en fait, j'ai souhaité qu'on aborde un thème qui me semble très, très, très intéressant, puisque effectivement, souvent on se pose la question de savoir comment on doit organiser sa saison, comment on doit organiser ses entraînements, comment on doit les organiser pour que effectivement nos joueurs continuent à progresser ou joueuses continuent à progresser, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessures. Et tout ça, une majorité d'entre nous, on n'a que 2 entraînements par semaine, voire il y en a encore d'autres qui n'ont qu'un entraînement par semaine. Donc, ce n'est pas simple de vouloir tout faire. Des fois, on a envie de travailler l'attaque, des fois, on a envie de travailler la défense, des fois, on a envie de travailler les fondamentaux, les savoir-faire individuels. Donc, comment organiser tout ça? C'est vraiment une question importante. Et effectivement, en découlent forcément nos objectifs à la fois de saison et de leur réussite ou éventuellement le fait de ne pas y arriver. Et donc pour discuter de tout ça, pour échanger autour de cette question qui me semble essentielle, comment entraîner quand on entraîne 2 fois par semaine, j'ai demandé à Dragan Zovko de nous faire part de son expérience, de son expertise et de nous amener son point de vue justement pour pouvoir essayer de progresser encore et toujours. Donc c'est un peu l'idée. Donc Dragan, je vais te laisser te présenter en quelques secondes et puis on enchaînera directement sur le fond, sur la présentation. Ce que je vous propose en termes d'organisation, c'est simplement posez vos questions dans le chat. On fera un moment d'échange à la fin du webinaire en direct avec, vous pourrez poser vos questions en direct. Et si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis je ferai le relais. Voilà, soit on attendra la fin, soit on interrompra Dragan. Mais donc voilà, je vous propose de fonctionner comme ça. Je vous dis bon moment ensemble, bon moment de partage et d'échange et de collaboration. Et puis, Dragan, je te laisse la parole. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Dragan Zovko, j'ai 60 ans. Je voyageais pas mal en France, j'entraînais pas mal des équipes, on ne va pas calculer ça. Disons tout simplement que je fais partie de peut-être aujourd'hui 5-6 les plus anciennes professionnels dans le circuit de handball français. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, je rebondis toujours. Donc voilà, pour la présentation, je m'arrête là. Handball, c'est la vie, c'est ma vie, c'est ma passion, je respire, je rêve, je parle handball, je mange handball, tout est handball. Voilà. Donc voilà, Philippe, pour me présenter. Ok. Donc, du coup, si tu veux, si tu peux démarrer sur le sujet et puis voilà, attaquer par rapport aux choses que tu as envie de partager avec nous et justement les conseils que tu peux nous donner sur comment voilà, entraîner enfin, programmer sa saison quand on n'a que 2 entraînements par semaine. Mais avant de commencer de parler de tout ça, je voudrais déjà remercier tous ceux qui nous rejoignent ce soir et qui sont là pour échanger, qu'on échange ensemble, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi aussi, comment structurer tout ça, comment faire avancer son équipe. Euh, je te remercie, Philippe, à toi pour l'invitation et surtout pour le travail que tu fais pour essayer d'approcher, je dirais, un point de vue professionnel ou handball professionnel au monde amateur. Ça me semble très intéressant puisque je pense qu'à terme, mais ça peut faire partie d'une autre discussion, on arrivera un petit peu au bout de l'alimentation de notre championnat LNH ou Little Star League ou Moki League, je ne sais plus comment ça s'appelle, chaque année il change. Je pense que le monde amateur est celui qui doit fournir l'élite de l'endemain, à mon avis. Deuxième chose que je souhaite dire, c'est que je n'ai pas la prétention, donc, et je ne suis pas ici pour vous dire comment il faut faire ce qu'il faut faire, et qui plus est, j'ai peu d'expérience.
Je pense qu'une fois dans ma vie, ça a été à Morteau en 2000, j'entraînais une équipe comme ça amateur avec 2 entraînements par semaine ou 3. Le reste, j'avais toujours la chance d'entraîner des équipes professionnelles. Mais à travers mon expérience, pendant ma carrière, bien sûr, déjà dans le club où on travaille, il y a centre de formation, il y a équipe réserve, et j'ai l'occasion d'échanger avec les entraîneurs qui ont la même problématique comme beaucoup parmi vous. Ensuite, je vais vous dire ce que je pense de tout ça et comment je pense qu'il faut se prendre. Après, je n'ai pas la science infuse, et voilà. N'hésitez pas à m'arrêter et poser des questions. Et surtout, sachez que je le dis tout de suite en préambule, sachez si à la fin, vous aurez peut-être l'impression que ce n'est pas complet parce que je ne vais pas vous donner l'essence style clé à la main. Là, voilà, faites ça 2 fois par semaine et vous allez voir que ça va aller. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Philippe vous donnera mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un mail. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Je suis connu comme quelqu'un de bavard et qui répond chaque fois. Donc, voilà. Donc, le but de démarche, c'est de vous aider à progresser, que vous progressiez, car dans mes yeux, c'est la condition sine qua non que vos équipes progressent. Donc, on parlera ce soir de quelques éléments qui peuvent vous aider de structurer votre saison, de travailler, etc. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Rien. Je me suis permis, j'ai écrit bien sûr ça, puisque comme je disais, je suis bavard, donc ne pensez pas que je suis en train de copier quelque chose de regarder, ce sont mes idées, mes pensées, mais pour que je ne parte pas en live, parce qu'on est limité avec le temps, vaut mieux que je me tienne à mon plan, sinon vous n'êtes pas sorti de verge ce soir. Donc, la question, comment structurer, gérer, animer sa saison lorsqu'on s'entraîne 2 fois par semaine. Moi, j'ai un petit peu retourné ça en disant comment faire un plan de travail annuel quand on s'entraîne 2 fois par semaine et comment éviter surtout, c'est ça ce qui est, la stagnation et la démotivation des joueuses ou de joueurs, ou mieux encore, comment progresser. Juste une petite digression, une parenthèse, comme vous voulez, pour éviter machisme ou sexisme, que je parle de joueurs et pas de joueuses, parce qu'il faut le faire maintenant, j'appellerai ça, je vais les appeler les sportifs ou les athlètes, comme ça vous savez que je parle de la population ou le public des filles, des garçons, etc. Et on est clean de ce côté-là. Je pense que pour répondre à cette question, il faut maîtriser, vous allez voir, après ça va de soi, certains parmi vous le savent, il faut maîtriser quelques notions, surtout ce qui est préparation, périodisation ou planification. Souvent, on néglige ça, mais sachez une chose, pour moi, dans mes yeux, et beaucoup de ceux avec qui je discutais, des profs à l'université, vous le diront, planifier une saison, c'est la plus dure chose dans la vie d'un entraîneur. Imaginez que vous entraînez les mecs ou les filles qui courent à 100 mètres, Jeux olympiques, une course, cibler la forme, planifier le travail, c'est extrêmement délicat. Je ne vois pas pourquoi ça en sera. D'ailleurs, ça y est, c'est le cas chez nous. Donc, planifier le travail, c'est la partie la plus difficile. Ensuite, il va falloir que vous vous plongiez un petit peu dans la connaissance de la structure de jeu d'handball ou ce qu'on appelle l'équation hypothétique. N'ayez pas peur, l'équation comme équation hypothétique, parce qu'on n'est pas sûr. Il y a 4 piliers, comme dans n'importe quel sport, physique, technique, tactique, mental. Donc, nous, en handball, on estime que physique présente 50% de notre activité, 35, grosso modo, 35% technico-tactique et 15%, c'est le mental.
mais pas le mental, style je vais résoudre un conflit dans l'équipe, dans le vestiaire ou motiver les. Voilà, mental, le vrai accompagnement mental, comprendre et connaître la motivation des joueurs. Vous allez voir, d'ailleurs, ça va vous intéresser. Ensuite, il faut que vous connaissiez votre calendrier, vos entraînements, horaires, etc. Il faut prendre en compte le nombre des athlètes, motivation, âge, profession, puisque quand vous entraînez en pré-fédéral, pré-national, comme ça, ou N3, bien souvent, vous avez des gens de 18-19 ans, tous ne sont pas au centre de formation ou pôle France. Vous avez ceux qui travaillent, vous avez des étudiants, et leur motivation, par définition, n'est pas la même. Leur objectif n'est pas le même. Donc, il faut bien tenir compte de tout ça, sinon vous venez à l'entraînement, il y en a un qui sort du boulot, il a envie de courir, l'autre qui a glandé toute la journée gamin au lycée, et il y a étudiant, voilà. Bon, bref, vous voyez de quoi je veux parler. Et ensuite, il faut connaître la structure d'une séance, mais souvent on oublie qu'une séance, et pour vous, ça sera, à mon sens, primordial, c'est une partie, je la partage en trois parties, l'échauffement, partie principale, le cœur de la séance, et ce qu'on appelle le retour au calme. Et je ne suis pas en train d'inventer l'eau chaude. Beaucoup parmi vous, les anciens joueurs, joueuses, vous-même, vous savez ce que c'est, et puis voilà. Mais on l'oublie. Moi-même, des fois, j'oublie qu'il y a quand même des choses à respecter. Donc, j'ai parlé de la périodisation. Planifier, vous savez que planifier les séances d'entraînement pour son équipe de jour en jour ou ne pas le planifier, c'est une pratique de gens qui font la récré. Des coachs un petit peu plus sérieux, ils essayent de planifier de semaine en semaine en tenant compte de, bien sûr, résultats de week-end précédent, de ce qu'on voulait faire. En tout cas, dans le travail quotidien avec les équipes professionnelles, j'ai pour principe la règle que chaque séance est la suite de la précédente et le début de la suivante. Il faut qu'il y ait de la continuité dedans. Mais et donc, excuse-moi, Dragan, juste là, j'ai une question qui me vient là quand tu viens de dire ça. Donc là, effectivement, quand tu t'entraînes dans le monde pro, donc on va dire, allez, deux fois par jour à peu près, ou enfin presque. Donc tu mets ça en continuité. Par contre, voilà, quand on entraîne 2 fois et puis qu'on a un match, on peut imaginer mettre cette même continuité en place, en fait. Mais évidemment, mais bien sûr, mais évidemment, je disais que certains le font de jour en jour, et il arrive. J'ai vu même les entraîneurs professionnels écrire sur le bout du papier de cigarette entraînant la séance, on va faire ça, fumer sa clope et voilà. D'autres, ils ne le font pas. Il y en a ceux qui le font de semaine en semaine en disant cette semaine on a perdu trop de ballons, on va travailler la réception, les passes, etc., ou on était mauvais dans le combat. Les deux cas sont mauvais et ils mènent, à mon sens, à une démotivation ou pire encore, à des blessures des athlètes. Quand vous prenez une équipe, peu importe, au début, vous êtes entraîneur de National 3, disons-nous, pré-national, vous vous entraînez 2-3, mais même si vous n'avez aucun plan, vous aurez au début de votre travail des progrès. C'est clair, net et précis. Vous progresserez. Sauf que plus le temps passe, 2-3 semaines, vous allez voir ce que ça va être. Moi, j'appelle ça Hiroshima. Il va y avoir des blessés, les joueurs ou les joueuses qui râlent, les athlètes qui râlent, etc. Donc, ils vont commencer à s'ennuyer. Il va y avoir des blessures. Vous allez enchaîner avec une ou deux défaites et tous les ambiants, l'ingrédient sont là pour qu'une ambiance se détériore et vous ne contrôlez plus rien. Vous êtes là pour animer, vous avez marre, vous aussi, etc. Donc, je vais essayer de répondre. Qu'est-ce que la périodisation? Pourquoi il est important d'avoir un plan annuel? Comment faire, Philippe, pour répondre à ta question? Ah ouais. Il faut avoir un plan, voilà. Donc, dans l'entraînement des sportifs, vous êtes d'accord avec moi que vous soyez niveau amateur ou professionnel, il y a différentes phases de saison.
Il y a la saison, période de compétition, il y a avant-compétition et il y a post-compétition. Chez les professionnels, c'est un petit peu plus exacerbé, on s'est accentué, on sait, il y a plus d'entraînement, etc. Chez, je ne connais pas une équipe en pré-national ou national 3 qui viennent une semaine avant et qui dit on va jouer la semaine prochaine le match. Tout le monde essaye de faire une petite préparation, etc. Ce n'est pas pour le faire, c'est parce que ça a du sens. Donc, il y a le début, avant la saison, on appelle ça la, et donc je parle de la planification, périodisation. On appelle ça la préparation physique générale. Je fais encore une petite digression. Ceux qui ont entendu parler de moi, ils savent qu'on souvent on met toutes les étiquettes possibles et imaginables. Hugo à l'ancienne, comme ci, comme ça. Sauf que j'observe, et même je n'ai pas loupé de faire des commentaires, que maintenant tout le monde revient un petit peu sur cette préparation de base, parce que, mais bien sûr, je sais que vous n'avez pas besoin d'endurance pour jouer un match de 60 minutes avec un roster de 16 joueurs sur le banc. C'est logique. Mais pour tenir une saison, pour ne pas se blesser, vous avez besoin d'être endurant. Vous avez besoin d'une préparation physique générale de base, sinon vous ne tiendrez pas la saison. Les sportifs parmi vous, j'ai vu Laïsa en compagnie, ils savent ce que c'est. Si tu n'es pas bien préparé, ta saison, elle est morte. C'est juste la question quand est-ce que tu vas avoir une blessure. Donc, cette préparation physique générale sert pour le développement des capacités motrices physiologiques de base. Ensuite, suit la préparation physique et ça, vous pouvez le faire avec vous. Vous avez tous 2-3 semaines avant, mais 2-3 séances données aux joueurs qu'ils courent un petit peu, ça ne mange pas du pain. Ils vont courir et ils viendront déjà un petit peu en étant huilés, disons. Préparation physique, c'est en fonction de sport, on fait ce qui est propre au sport. En handball, on commence des affûtages, des fixations, un petit peu. Enfin, ce qui caractérise cette phase, c'est que l'intensité est plus élevée, volume un petit peu plus petit, c'est plus intensif, etc. Mais on est là sur tout simplement une séance plus intensive, etc. Ensuite, il y a la phase de la compétition et vos athlètes, vos sportifs doivent être dans forme parce que c'est pour ça que vous avez fait tout ça. Mais toute cette préparation va continuer toute l'année. Quatrième et la dernière phase, dans une périodisation, quand vous savez que vous aurez le groupe, là j'ai observé, j'ai quitté Besançon je n'étais pas très d'accord, mais je ne critique pas. Si je raisonne comme ça, si j'étais resté coach de Besançon, je ne ferais pas ce qu'ils ont fait là. Eux, ils ont décidé de marquer la rupture peut-être avec la méthode Zovko, etc. Aujourd'hui, ils ont 4 défaites d'intact. Voilà. Je ne suis pas en train de critiquer. J'ai passé 3 ans de ma vie là-bas et il y a l'humain quand même à l'intérieur de tout ça. Il y a les hommes, les filles, les garçons, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a la phase de transition. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait. Dans cette phase de transition, souvent, on charge les joueurs. Alors que moi, je pars du principe qu'il faut reposer les joueurs. On a besoin tous du repos. On ne peut pas éternellement accumuler. Donc, le championnat termine au mois de mai. On a du temps jusqu'aux reprises 20, je ne sais pas quel juillet. On a 2 mois où on peut donner quelques semaines, 2-3 semaines de repos sur le plan physiologique. Vos athlètes, après, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Vos athlètes ne rentreront pas, excepté des cas spéciaux, dans des entraînements. Donc, une joueuse, 15 jours, elle ne s'entraîne pas, je vous assure, elle ne perdra pas de ses rien. Un petit peu la reprise et puis elle reprendra vite fait le niveau qu'elle a eu. 15 jours, elle ne perdra pas grand-chose. Les garçons, ils perdent plus vite, mais ils rentrent en forme aussi un petit peu plus vite.
il perd plus vite parce que c'est la bière, on mange, on ne fait pas attention, on a une hygiène de vie. Ben oui, mais c'est comme ça, voilà. Donc, chacune de ces phases, on peut diviser en une ou deux parties, comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que la périodisation, pour qu'on soit clair et qu'on termine avec ça, qu'est-ce que la périodisation d'entraînement? C'est une décomposition d'un grand cycle de travail d'une année à des plus petits cycles qui se différencient par l'intensité, volume, l'objectif du travail, etc. Cette périodisation va vous servir pour pouvoir analyser, mesurer, planifier, faire progresser vos athlètes et vos équipes. La théorie d'entraînement, et vous allez devoir, je suis désolé, je disais que tout ce qu'on fait, c'est pour vous faire progresser, parce que si vous ne progressez pas, je ne vois pas comment vos joueurs vont progresser, ils vont vous dépasser. Moi, je me bats, j'ai les enfants qui ont fini des études supérieures, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Si je me laisse faire, le lendemain, ils sont plus forts que moi. Et j'essaie de lire derrière tous les bouquins qu'ils lisent, au moins feuilleter pour savoir, sinon, je serai largué. Il ne me reste que regarder et les écouter. Donc, si vous voulez faire progresser vos équipes, il faut que vous progressiez ensuite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un mésocycle? Macrocycle, c'est un cycle annuel ou pluriannuel. C'est un planning du travail sur une année ou 2 ou 3 ans. On peut le considérer comme on veut. Ensuite, vous avez des mésocycles qui sont des plus petites phases qui durent d'1 à 3 mois. Et vous avez des microcycles qui sont grosso modo des plannings hebdomadaires du travail. Là, quand vous maîtrisez ça, quand vous savez ce que vous voulez faire cette année, même si vous avez 2 séances par semaine ou 3 avec un match, vous allez déjà bien être sûr de ce que vous faites et vous allez pouvoir mesurer et le progrès et le travail extra avec vos athlètes. Donc, Philippe, est-ce qu'on peut faire, comme tu dis, que la séance? Bien sûr que si. Bien sûr qu'on, là, je ne sais pas, est-ce que j'étais clair? Bien sûr qu'on peut dire que ce mois-ci, 2 semaines, 3 semaines, on va travailler, insister sur, par exemple, qualité de la passe et de la réception. Et 3 semaines, tout ce qu'on fait, que ce soit l'échauffement, que ce soit d'autres exercices, seront sous le signe de recevoir, donner un courant en se retournant, en faisant signe dans différentes positions, etc. Et puis vous allez voir, est-ce que vous pensez au départ que, parce que ça va vous permettre aussi, là il ne faut pas que je me perde dans mes idées et mes pensées, ça va vous permettre, c'est ce que je voulais dire plus tard, de travailler beaucoup la technique. Pour moi, la technique est la base de tout. La technique, il y a plusieurs modèles de travail. L'école yougoslave, l'école scandinave, l'école russe, l'école française. Quelle est la principale différence? Je faisais partie de ceux qui ont été à gauche, à droite. C'est qu'en ex-Yougoslavie, et c'est pour ça que la Yougoslavie n'a plus de résultats, à mon sens, parce qu'ils ont abandonné le modèle traditionnel du travail. Et c'était un modèle où on estimait que jusqu'aux 18 ans, un gamin doit tout savoir faire. Et à partir de 18 ans, on commencera à lui ajouter un petit peu le physique, etc. Bien sûr qu'on courait, bien sûr qu'on sautait, bien sûr, mais l'accent était la technique. En France, moi je suis l'un des premiers professionnels en France depuis 89. On a commencé, je me rappelle au ministère de Jeunesse, on m'a demandé même certaines choses. En France, on a dit non, jusqu'aux 18 ans, on peut transformer les qualités physiques des joueurs, la vitesse, l'explosivité, etc. On va le faire. Et ensuite, à partir de 18 jusqu'au 21, c'est le centre de formation et on va les former. Voilà. Donc, comme on assiste maintenant à une mondialisation de tout ça, les Yougos sont perdus parce que la France a raflé tous les trophées. Donc, ils ont dit, c'est les Français qui ont raison physique. Et d'ailleurs, on est, passez-moi l'expression, on est l'un des seuls sports de paysans où vous retroussez les manches, vous rentrez dedans dans vos adversaires, vous gagnez. Les arbitres ferment les yeux, vous avez gagné. Pas besoin de savoir bien jouer au handball. Vous tapez et vous gagnez.
j'ai gagné tout avec ce sport, je l'aime plus que tout, mais c'est comme ça, il faut appeler un chat un chat. Donc, aujourd'hui, je pense que il faut que vous soyez quand même bien décidé de planifier ça et de se dire, ces 2-3 semaines, je vais faire ça, 2-3 semaines, ça, parce que je vous disais tout à l'heure que vous devez connaître votre nombre d'entraînements aussi. J'arriverai là et vous allez voir que ça se tient, je suis là. On va parler de ça. Si vous avez deux entraînements par semaine, si vous connaissez le calendrier de votre championnat, si vous connaissez, vous allez voir que vous pouvez travailler 35, voire 40 semaines. 35 avec les vacances scolaires extra, voilà. 35 semaines, 2 entraînements par semaine, ça fait 70 plus vingtaine de matchs, ça fait une centaine. Une centaine de séances, c'est presque tous les 3 jours un petit peu du travail. En sachant qu'on n'est pas professionnel, je vous assure que vous ressentirez les bienfaits de tout ça. Qui parmi nous pratique le sport tous les 2 jours, tous les 3 jours? Moi, j'ai essayé quand je travaillais, mais voilà. Donc, la deuxième chose, c'est… Alors, juste, excuse-moi, Dragan, je te coupe peut-être, mais parce que j'ai une question qui me vient en tête là par rapport à ça, parce que je crois, justement, en tout cas, pour moi, tout ce que tu viens de présenter est très clair. La question, en tout cas, peut-être qui enfin, en tout cas, qui peut se poser, qu'on peut se poser en tant qu'entraîneur amateur et bénévole, c'est que quand on part sur une base, allez, on va dire de 70 séances, et encore, c'est un peu moins, j'avais fait le calcul, en général, c'est plutôt 60, 50-60, mais bon, si tu pars sur 50-60, en fait, la problématique, moi, je trouve, c'est que pour le monde amateur, en fait, tu te dis que quand tu prends un collectif, qu'il soit jeune ou pas jeune, tu as tellement de choses à travailler parce que quelque part, aujourd'hui, tu vois, il y a tellement de savoir-faire, même des fondamentaux qu'on a pu ou que les jeunes n'ont pas ou que voilà, ils sont dans leur phase d'apprentissage, donc on ne leur a pas donné. Donc, on se dit, bah, il y a tellement de choses à leur donner et c'est là où on se perd sur se dire, bah, tiens, comment je vais faire sur ces 50 séances pour leur donner théoriquement tout ce que je dois leur donner. Là-dessus, comment il faut faire? Est-ce que, par exemple, ben, j'ai une idée de la réponse, mais en tout cas, j'aimerais avoir ton avis, c'est comment tu fais? Est-ce que tu limites ton nombre d'objectifs annuels et que du coup, tu vas pouvoir les programmer comme ça, séance après séance, en faisant des petits cycles concernant tes objectifs? Ou est-ce que tu peux essayer d'être exhaustif? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais… Mais si, je vois ce que tu veux dire. Moi, déjà, les objectifs, on est tous trop ambitieux. On veut que cette année, on apprend les joueurs et faire ci et faire ça. Ben, je suis désolé, à un moment donné, ça devient mathématique. On sait que le but, qu'est-ce qu'un entraînement? C'est l'automatisation de gestes. Au départ, il y a l'apprentissage, on apprend. Ensuite, on fait pour simplifier, vulgariser, on automatise les gestes. Il faut que la réponse cognitive, etc., que, voilà, moi, joueur, en parenthèse, quand un joueur me dit pourquoi tu as tiré là-bas, je pose la question, il dit j'ai pensé, mais qui court en contre-attaque, il pense où il va tirer, ou le machin, ou que garçon, il va avec ses points, tu n'as pas le temps de penser. Donc là, tu peux dire j'ai vu, mon cerveau a eu cette réaction comme réponse, etc. Donc, on est trop ambitieux sur le plan des objectifs, on veut que, voilà, on ne peut pas. Déjà, c'est pour ça que je parlais de là, et sauter cette étape, Philippe, risque de… Il faut connaître, déjà, il faut que tu connaisses, je dirais, l'hétérogénéité ou homogénéité de ton équipe. Les savoir-faire de tous ne sont pas les mêmes. Les capacités physiques ne sont pas les mêmes et la motivation n'est pas la même. Or, on oublie souvent que la motivation est un moteur, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais les garçons, certains viennent avec une idée, d'autres avec une autre idée, ou les filles, il y en a qui aimeraient bien jouer ce soir, d'autres, voilà. Comment faire quand on s'entraîne lundi et mercredi, voilà. Je pense que moi, je mixe tout. Quand je travaille avec Morto, etc., je me suis efforcé de partager, de faire en fait l'entraînement d'une manière simple, l'échauffement,
il y a différents échauffements, ludiques, athlétiques, tactiques, techniques, tout ce qu'on veut. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que tout le monde me comprend quand je parle de ça? Ludique, souvent, non. Allez, et je regarde de plus en plus, notamment en France, on fait l'entraînement ludique, échauffement ludique. Moi, souvent, je dis à mes, parce que j'ai eu l'occasion aussi d'assister, je me suis inspiré des autres, tu payes un joueur 5, 6, 10, 12, 15 000. Imaginez maintenant à Paris Saint-Germain, mais je ne suis pas payé, moi, Dragan Zovko ou Gonzalez, il n'est pas payé là-bas pour venir réchauffer en scène. En scène doit être suffisamment grand, venir une demi-heure avant, c'est échauffer avec tous. Avant, quand on ne touchait pas autant de l'argent. Donc, avec les amateurs, c'est différent un petit peu. Donc, nous, on doit faire attention à leur santé, essayer de. Voilà. Donc, que des fois, lundi, on donne occasion aux joueurs de jouer un petit peu au foot, au volley, au basket, ce qu'ils veulent, en fonction de combien ils sont à l'entraînement, qu'ils s'amusent, bien sûr, c'est bien et pour le moral, et puis voilà. Mais il y a des moments où, effectivement, on peut faire un. Moi, j'appelle ça échauffement en athlétique. Pour vous donner une idée, c'est comme ce qu'on fait avant match. Donc, vous commencez un petit peu, vous faites travailler et les abdos, et les pompes, et les sauts, et les sprints, et tout ce que vous voulez. Vous poussez même à la fin de 15-20 minutes un petit peu dans la PMA, et puis derrière, vous échauffez les gardiens de but. Donc, dans 30 minutes, vous pouvez effectuer un travail physique, un travail ludique, comme ce que vous pouvez faire en échauffement technique, parce que j'insiste beaucoup dans mon travail sur la technique. Parce que pour moi, la base, c'est la technique. Donc, je ne peux pas vous donner maintenant des exemples. C'est pour ça que je dis, c'est eux qui sont intéressés. Je peux envoyer des exercices, on peut discuter, échanger, mais il y a milliers d'exercices et on invente en fonction de la situation. Vous pouvez introduire, si vous avez des medicine balls, si vous voulez travailler, même la technique avec un petit renforcement léger pour que ça fasse un petit travail, etc. Ensuite, il y a la phase principale et en fonction de certains s'entraînent 2, d'autres 3 fois par semaine, il y a différents modèles. Lundi, ce qu'on fait, Philippe, lundi, ce que vous faites, moi, je fais travail individuel, par exemple, partons sur le principe, parce qu'on va dedans, partons sur le principe de 2 entraînements par semaine. Donc, il va y avoir un échauffement, vous choisissez ludique, athlétique, vous échauffez les gardiens de but, mais l'échauffement de gardien de but, c'est aussi travail avec ballon. Vous corrigez tout le temps, il faut corriger, corriger. Et comme ça, vous faites progresser vos joueurs ou joueuses. Ensuite, travail individuel, attaque-défense. Mais là aussi, il faut qu'on soit actif comme entraîneur. On le fait travailler, mais on corrige vingtaine de minutes. Ensuite, je fais travail collectif pendant quinzaine de minutes, 6 contre 6, 4 contre 4. Si vous avez 6 contre 6, très bien, tant mieux. Si vous avez 4 contre 4, ça ne fait rien. J'ai passé une année en première division à Vaux-en-Blanc avec les filles en ayant 8 joueuses et 2 gardiens de but. Et je peux vous dire que jamais on a joué aussi bien que là. Parce qu'en effet, tout le travail était 4 contre 4, 4 contre 4, 4 contre 4. En sachant qu'on a fait secteur central, à gauche, à droite, au milieu, on a enchaîné les montées de balles. Ça dépend beaucoup plus d'engagement de coach, c'est vrai. On ne peut pas venir cigarette et le café et dire on fait ça, ça, non. Mais il faut réfléchir, voilà, structurer un petit peu ça. Et ensuite, à la fin d'entraînement, troisième partie, ce qu'on appelle, mais même aujourd'hui, mes séances, elles sont structurées comme ça. Relance directe, tir libre par poste. Vous devez donner dizaines, quinzaine de minutes pour qu'ils tentent leur tir. Des fois, ces tirs peuvent être dirigés comme des fois libres. Faites ce que vous voulez. Mais chaque fois, développer la compétition, challenge, vouloir gagner. La deuxième séance, celle de mercredi, vous faites un échauffement technique, vous faites des exercices tactiques. Quand je dis exercice tactique, c'est circulation du ballon. Je vous donne un exemple. 3 groupes de deux, enfin,
les postes d'arrière doublés, les ailiers un ailier, et la balle circule dans un certain ordre. Donc, il faut qu'il court, qu'il donne la balle. Et là, ça accélère. Après, pour compliquer la vie, vous mettez deux pivots qui se reposent. Pour compliquer encore un petit peu la vie, vous mettez un deuxième ballon. Et là, ils courent. Ils ont du temps à tourner les épaules, bouger, etc. Mais ils sont dans l'échauffement tactique et préparation cognitive pour l'entraînement après. Ensuite, vous travaillez collectivement attaque-défense, vous préparez le match qui vient, mais toujours, peu importe qu'on prépare la tactique, on ne peut pas se permettre de ne pas corriger le joueur et lui dire mais ta passe, elle n'est pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde à la télé ce qui se passe, tout le monde fait la passe mauvaise. Moi, un très bon joueur qui est parti à l'étranger hier, avant-hier, me disait l'année dernière, je dis, viens, on va fixer un petit peu. Il dit, mais non, personne ne fixe aujourd'hui. C'est le passé. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Même les joueurs de haut niveau s'inspirent de certaines séquences, de ce qui les arrange. Donc, la troisième partie d'entraînement, son tir libre, penalty, relance. Donc, il faut que vous mettiez tout ce qu'on met, où je mets, moi, une séance consacrée au tir, etc., vous allez mettre que 10 minutes par match, par entraînement. Donc, du coup, 2 fois 1h30, 1h45, peu importe, ça vous donnerait 3 heures du travail. Et bien, ces 3 heures du travail, vous allez utiliser, moi j'insiste, et vous pouvez vérifier avec Philippe, on a échangé l'autre jour, j'ai très peu, sinon presque pas du tout de joueurs blessés. J'ai eu 2 genoux ou 3 dans ma carrière de 30 ans. Donc, parce qu'il y a des exercices qu'ils appellent idiotes, etc., 4, 6, qui sont des exercices protecteurs de genoux, c'est proprioceptif, c'est musculaire, c'est tout ce que vous voulez, c'est adopter en balle à notre activité. La proprioception sur un ballon de suisse, ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Voilà. Mais quand est-ce que vous êtes sur un ballon suisse? Jamais de la vie. D'accord? Sur le terrain, voilà. La barre, on est sous la barre et puis on pousse la machine, la presse, oui, très bien. Mais quand est-ce que sur le terrain vous faites ça? Vous courez, vous êtes un petit peu incliné, quelqu'un vous pousse, le genou part. Parce que justement, vous avez habitué votre corps de travailler que dans un sens, il n'y a pas suffisamment du travail proprioceptif. Donc, mon premier souci, c'est que vos joueurs ne se blessent pas. Le deuxième, qu'ils ne s'ennuient pas. Et troisième, ils vont progresser. Après, il ne faut pas inventer l'eau chaude. Vous avez un bon joueur, vous êtes champion du monde, vous enlevez Karabatic, je n'ai pas champion du monde, je suis désolé, voilà, ni champion olympique. Donc, vous enlevez Messi ou je ne sais pas qui, Ronaldo d'une équipe du foot, ce n'est pas du tout la même équipe. Donc, aujourd'hui, si on veut vraiment transformer nos joueurs, je pense qu'avec 2 séances, il faut tout simplement comprendre qu'une séance, elle doit être composée de 3 parties, que chaque partie doit être liée l'un avec l'autre et que si on a travaillé l'attaque-défense lundi, on peut continuer à travailler l'attaque-défense, mettre le schéma mardi, que l'échauffement soit suite comme s'il était de lendemain. Sauf que il y a une journée de décalage ou 2 entre les deux, etc. Et bien souvent, les élèves, les jeunes, ils courent, ils ont d'autres activités. Il y a 3e match. Ce qui est dangereux avec 2 entraînements par semaine, c'est que souvent on s'entraîne lundi, mercredi, ou lundi, jeudi, ou lundi, vendredi, parce qu'on estime que vendredi, c'est bien, tout le monde est motivé pour demain, pour le match. Alors que les joueurs viennent fatigués. Donc, peu importe ce que vous savez faire, si vous vous entraînez lundi et ensuite vendredi, moi, je crains que au match, vous soyez un petit peu grillé. En plus, si vous ajoutez du travail qui sollicite d'autres filières énergétiques,
vous êtes, ils n'arriveront pas à récupérer. Si vous travaillez à la vitesse, vous récupérerez en 24 heures. Si vous êtes un petit peu plus, mais je peux vous dire, rassurez-vous, dans les clubs professionnels, mais j'ai vu de la musculation lourde jeudi matin alors qu'on joue vendredi après-midi. Donc, des fois, je suis étiqueté comme sauveur. Je n'ai pas sauvé grand monde, j'ai enlevé ce que, voilà, vous libérez un petit peu de l'énergie, vous dites aux joueurs, mais attendez, parce que samedi, ils sont cuits, ils ne peuvent pas. Donc, je pense que l'essentiel pour moi, c'est de comprendre la structure de séance. Échauffement, partie principale, 30-40 minutes, et retour, ce qu'on appelle retour au calme. Laissez 20 minutes, quelle court, quelle relance, 2 contre 2, 3 contre 3, etc. Tir libre. Il faut se donner cette liberté. Là où vous avez troisième séance, tant mieux. En plus, ça vous permet tout simplement de travailler, de préparer votre adversaire jeudi ou vendredi, de faire un petit peu différemment et d'avoir une meilleure continuité. Je ne sais pas, Philippe, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 en fait, clairement, sachant que tu vois, il y a une remarque dans le chat là qui est vraie, c'est que effectivement, en amateur, tu vois, on choisit pas les créneaux. Enfin, c'est rare qu'on puisse choisir les créneaux, et c'est vrai que du coup, on est obligé de s'adapter en fonction des créneaux que le club nous donne. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple parce que, enfin, tu vois, selon des fois, il y en a qui se retrouvent. Moi, j'ai déjà vu ça dans un club dans lequel j'étais, où les seniors, par exemple, s'entraînaient le jeudi, le vendredi, quoi. Tu vois, enfin bon, ça c'est. Non, non, mais Philippe, Ouais. on a sauté cette étape. J'avais dit qu'on parlera de 4-5 de calendrier, les entraînements de créneau. Et là, tu vois, si je vous montre comme ça, là, tu as vu le document, c'est marqué texto, tenir compte de vacances scolaires, des obligations de certains sportifs, école, boulot. Ce n'est pas tout à fait la même chose, 2-3 séances par semaine, car voilà, une année représente une trentaine d'entraînements de plus ou moins. Les créneaux, vous ne les choisissez pas. Les jours de... Voilà, tout est dedans. Ça, je Ah le ouais. sais, mais Ah ouais. moi, pour moi, le plus important que les entraîneurs de ces équipes, les amateurs, travaillent, qu'ils s'intéressent à leur progrès, qu'eux, ils progressent, qu'ils planifient bien leur saison, qu'ils ne soient pas trop gourmands dans les objectifs en disant cette année on va tout casser si vous n'avez pas de joueur ou de joueuse, et que la structure de la séance soit respectée comme il faut, tenir compte de motivation de joueurs, donner des fois du jeu, mais il ne faut pas non plus négliger le travail technique, physique. On peut tout ça, je dis on peut. Maintenant, c'est facile pour moi de dire ici dans ma chaise que quand on se retrouve sur le terrain, c'est un petit peu, c'est une autre histoire. Voilà. Non, non, mais c'est vrai. Mais je le fais à 2, 3 reprises, un petit peu à Morteau, un petit peu au Mans avec les filles et notre ami de la Hand d'Action, Hugo Chatelain, qui m'a demandé de l'aider il y a quelques années. Donc j'ai vu ce que c'est la problématique. Mais vous savez, si nous discuter avec, je ne sais pas, est-ce que beaucoup d'entraîneurs discutent avec les joueurs et les joueuses. Bon, hein, je vous assure, et certaines parmi vous le savent, qu'il y a des joueurs, quand vous leur posez des questions, ils vous disent, je dis, comment ça a été avec mon prédécesseur? Et il dit, ben, écoute, il m'a entraîné 2 ans ou 3 ans, je n'ai pas parlé une demi-heure au total avec lui. Donc, si vous ne tenez pas compte de leurs envies, de la personnalité des uns et des autres, c'est délicat. Après, eux-mêmes, ils vont vous aider. Donc, je suis admiratif devant ce que vous faites, parce que pour faire progresser quelqu'un et l'animer 2 fois par semaine et qu'il soit réglo, qu'il tienne tous ses engagements, c'est vraiment c'est du vrai boulot. Ça mérite beaucoup de respect. Voilà.
Oui, et justement, du coup, attends, je vais juste rebondir là-dessus parce que, effectivement, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, en tout cas, j'ai pris des notes là-dessus, c'est sur cette décomposition de séance et puis l'alternance entre le mardi et le mercredi, enfin, le premier et le deuxième entraînement. Et surtout aussi, moi, ce que je retiens, en tout cas, de ta présentation, qui m'a vraiment bien marqué aussi, c'est cette idée d'avoir cette continuité d'un entraînement à l'autre. Par exemple, tu vois, c'est quelque chose que moi, je ne faisais pas forcément, où j'étais plutôt à scinder les thèmes. Enfin bon, donc voilà, donc ça me parle. Et juste avant, justement, on pourra peut-être enchaîner sur les questions après, direct autour de ça. Et je ferai bien le relais, moi, en te demandant justement, parce que ça, c'est un point essentiel et que je trouve absolument intéressant, c'est comment tu continues à faire progresser. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit, quand tu vas mettre ça en place, ta structure, tu vas commencer à mettre effectivement ton organisation, tu as choisi tes thèmes. Et en fait, comme tu l'as dit, tes joueurs vont très vite progresser. Par contre, comment tu évites justement la stagnation et comment, alors, est-ce que par exemple, tu l'obtiens en renouvelant tes thèmes? Est-ce que tu l'obtiens en durcissant la difficulté de tes thèmes? Enfin voilà, comment tu gardes en fait cette motivation et surtout cette possibilité de continuer à progresser tout au long de la saison? Mais déjà, enfin, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faut connaître son public, enfin, ceux qu'on entraîne, etc. Mais quand je dis connaître, c'est pas connaître état civil. Tout le monde, tout le monde sait qui est Philippe Leclerc ou Dragan Zovko. Tu prends Google, tu tapes et puis tu vois. Ça, c'est pas connaître. Connaître, c'est discuter avec quelqu'un, gratter un petit peu, voir ce qu'il y a dans les tripes, etc. Et il y a un des piliers d'handball, je parlais tout à l'heure, c'est préparation mentale. Il y en a parmi les coachs, certainement ceux qui ont suivi des cours de formation sur la préparation mentale, etc., et qui savent de quoi ils parlent. Et très bien, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, je leur conseille d'un petit peu aller feuilleter des bouquins, de trouver. C'est très intéressant. Moi, personnellement, je suivi une préparation et je me suis intéressé il y a longtemps. C'est pas pour rien qu'on m'appelle philosophe, etc. Parce que les psychologues, c'est que la motivation, elle repose, c'est essentiel, elle repose sur 7 ressentis. Tu as l'autonomie, ta compétence, tu as l'appartenance à un groupe, tu as progrès, plaisir et engagement. Il y a septième motivation qui est, enfin, motivation extrinsèque, que la préparation mentale, c'est pas peut-être traiter tout ça comme il faut. Donc, euh, qu'est-ce que l'autonomie? Le fait, et contrairement, je ne vais pas parler de moi maintenant, mais il y a l'image, Zovko, c'est comme ça. Mais non, moi, je demande à mes joueurs, qu'est-ce que vous fait plaisir aujourd'hui? Des fois, il faut qu'il ait ce ressenti, c'est un ressenti, donc ce n'est pas quelque chose de palpable. Il faut que le joueur pense qu'aujourd'hui, s'il a envie de jouer au foot, de s'amuser un petit peu parce qu'il est là, il pourra le faire. Et il n'est pas à l'entraînement là, il ne va pas à Alcazar pour casser les machins en prison. Ouais, il arrive à l'entraînement. Des fois, il n'est pas motivé, sa copine l'a quitté, le loyer n'est pas payé, le machin, le club. C'est vrai, il y a des problèmes, mais il faut le motiver. Il faut donc qu'il ait ce sentiment d'autonomie, d'aller à l'entraînement. Voilà. Ensuite, il y a compétence. Souvent, on néglige ça. Nous, on choisit les exercices alors que les joueurs ne sont pas compétents. Moi, je ne sais pas chanter. Tu me demandes de chanter, maintenant je vais te dire merci, au revoir, pouf. Ah mince, c'est ce qu'on voulait te demander d'ailleurs. Voilà. Non, mais donc, du coup, quand tu demandes quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne sait pas, il devient nerveux. Ça l'énerve. Il est frustré. Ou, comme tu veux, compétence pour un joueur de un petit peu plus haut niveau. Ah oui, tout le monde pense qu'il est très bon. Sauf tu l'amènes à l'entraînement de Paris Saint-Germain. Ah ben là, quand il voit ce que les autres font, là, il est un petit peu plus. Il ne se sent pas compétent. Appartenance, c'est ce que je parlais tout à l'heure.
un joueur doit sentir que tu t'intéresses pour lui, pas que pour le joueur. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'école, comment il est, ce qu'il est, comment ça se passe à la fac, l'examen passé, pas passé, etc. Est-ce que, voilà, il n'est pas que la machine à marquer le but. Vous allez rigoler, je ne sais pas combien parmi vous connaissent qui est Patrick Chavard. C'est un très grand joueur, l'un des meilleurs au monde à l'époque. Il a joué à Vernon. Il a commencé à pleurer quand le président de Vernon, en arrivant, lui a posé la question: que feras-tu une fois ta carrière terminée? Mais il dit: c'est la première fois que quelqu'un me demande ce que je vais faire après. Moi, je n'ai pas cru. Quand je voyais l'arme aux yeux, je dis: mais qu'est-ce que tu arrives? Il dit: mais moi, je me sens mal, je suis une machine à marquer le but, mon corps ne veut plus. Et là, il y a quelqu'un qui me dit: qu'est-ce que tu feras après? C'était bouleversant pour lui. Ensuite, il y a plaisir, et plaisir vient en gagnant, et il y a le progrès. Après, pour les petits progrès, comment les joueurs. Donc, comment je fais tout ça? J'essaie de discuter avec les joueurs. Il y en a, rassurez-vous, tout le monde ne m'aime pas et ne respecte pas ce que je fais. Il y en a qui disent: Joko, il est chiant, il est comme ça, voilà. Pourquoi? Hugo à l'ancienne. Parce qu'il est mauvais, le joueur, il ne se donne pas les moyens. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il sait qu'il sera critiqué, pas par moi, par la presse, par le machin. Il va dire: ouais, mais je ne progresse pas, ça ne sert à rien, il ne me fait pas confiance, coach, il ne me met pas en confiance. Confiance, c'est en travaillant que ça vienne, etc. Maintenant, on n'est pas dans le monde professionnel, on est chez les amateurs. Donc, mais ça ne change rien. Tu discutes, ce sont des hommes et des femmes qu'il faut respecter et il faut leur montrer des petits progrès. Et les progrès, c'est des fois, ils peuvent courir un petit peu plus vite que ça. Après, ça dépend, Philippe, moi, dans mon travail avec les pros, et même je pense qu'avec les amateurs, c'est possible, je donne toujours les éléments d'auto-évaluation. Oui. C'est ma manière de me protéger, je l'avoue. J'explique mon coaching à mes joueurs pour ne pas tomber dans la justification après, et je leur dis comme ça: vous voulez comment on va juger notre défense? Quelle défense on veut faire? On veut faire une défense de zone, homme à homme, etc. Est-ce qu'on compte le nombre de ballons interceptés, de tirs contrés, de ballons interceptés, des coups francs qu'on a fait, je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Donc, à un moment donné, on calcule tout ça et on dit: mais notre défense est bon ou pas bon? Vous mettez très bon gardien dans le but, vous encaissez un petit peu moins de buts et puis vous dites: un jour, le gardien n'est pas là, ou souvent, quand voilà. Donc, il y a la même chose. Un joueur, on dit que, je l'avoue, je n'ai pas ça pour règle. Pourquoi? C'est l'expérience peut-être qui fait, et c'est ce qui me vaut des critiques aussi. On dit que le troisième tir est pour le coach. Un joueur peut louper 2 tirs, troisième, c'est pour le coach. Donc, soit quand il a loupé 2, en général, sur le banc. Troisième, si tu le laisses sur le terrain, c'est que s'il a loupé, ce n'est pas de sa faute, c'est la tienne, tu l'as laissé. Voilà. Donc, moi, après, au niveau amateur, on n'a peut-être pas les joueurs pour le changer en plus. Ah oui, non, mais il faut que, c'est là où c'est intéressant. Il faut quand même appliquer des choses et leur dire: tu vois, enfin, il faut baratiner un petit peu. Vous savez, notre boulot, mais baratiner dans le sens positif du terme, pas baratiner on appelle ça coaching. Quelle différence entre un baratineur et un coach? Non, mais c'est vrai. Pour moi, la différence, elle est que dans les qualités morales, dans les valeurs morales de la personne qui parle. On est d'accord? Il faut un petit peu animer, faire ce qui est bien pour lui, parce que quand on vient en entraînement, on vient pour donner. Pour moi, j'arrive et je dis à mes joueurs: je ne peux pas être plus ambitieux pour vous que vous-même. Je viens avec l'envie de vous transmettre quelque chose. Moi, ma légitimité, j'ai signé mon contrat, je suis légitime. Vous êtes là pour apprendre quelque chose. Sauf que vous venez à l'entraînement, vous voulez m'apprendre des choses. Et parce qu'il a dormi, il se réveille et dit: ah tiens, on aurait pu faire ça. Donc, comment j'obtiens tout ça? Comme ça, en parlant, en discutant, en ajoutant, en testant. Des fois, ça ne va pas. Des fois, certains ne progressent pas.
comme les autres, mais ils veulent jouer comme les autres. Des fois, c'est notre problématique à tous. Il n'y a pas idéal. Et voilà. Sauf que vous, quand je dis vous, quand on est à un niveau plus bas, on ne risque pas sa tête. Moi, ça fait 30 ans que chaque week-end, pour moi, c'est la guillotine. Même je pense que j'ai mal élevé, éduqué mes enfants de ce côté-là. Ils sont tellement pros dedans que maintenant je dois dire, mais arrêtez, vous allez tomber malade. Ça vaut pas le coup. Mais je donnais un mauvais exemple. Mais non, mais chaque week-end, j'ai compris que je dois être meilleur que les autres et fermer ma bouche plus que les autres. Bon, je ne sais pas est-ce que j'étais meilleur ou le machin. Je travaille beaucoup et je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Donc là, ça apporte de préjudice. Mais à plus petit niveau, je pense que à partir du moment où la séance est structurée, où tu sais ce que tu veux obtenir, mais ce n'est pas la fin du monde si ce soir on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On arrivera la semaine prochaine. Et ce n'est pas parce que ce week-end, quelqu'un des parents a dit « Ah oui, il perd trop le ballon et la semaine prochaine, on va travailler la passe. » Et comme maintenant, par miracle, on a travaillé la passe, ça s'appelle se protéger. Moi, je pense qu'il y a une planification, on sait, et d'ailleurs, c'est le métier. Tous parmi vous et moi, pour moi, il n'y a pas de petits et de grands entraîneurs. Il y a des entraîneurs. Basta. Et j'aimerais voir mes collègues 2 fois par semaine, comment ils vont entraîner. Gardant, Nanti et Canaille en compagnie. Ben, on va voir. Qu'est-ce qu'il va mettre dans 2 sens par semaine et gagner. C'est facile, voilà. Donc, c'est un métier délicat, mais qu'est-ce qu'un entraîneur? Pour moi, un entraîneur, c'est la personne à laquelle on fait appel pour amener un athlète ou une équipe à son meilleur niveau. Donc, meilleur niveau, ça sous-entend maximum. Alors, conduire une F1, tout le monde peut le faire. Moi, comme Hamilton et les autres, sauf que moi, je conduis 50 à l'heure et lui, 350. Voilà la différence. Et moi, je me vante pilote. Quel pilote? Il y en a qui... Voilà. Donc, non, bah, écoute, ouais, mais merci pour ça. Ce que je te propose, c'est qu'effectivement, on va dépasser un peu. Enfin, voilà, on va laisser les gens poser directement leurs questions, ceux qui en ont, avec le micro ouvert, hein, si ça te convient. Mais bien sûr. OK. Donc, on essaye, allez, on s'accorde, on verra, mais voilà, peut-être 10-15 minutes de questions-réponses en direct. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas. Alors, soit à travers le chat, soit à travers le micro. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc, allez-y. Donc là, il y a voilà, Cyprien par rapport donc à la gestion des différents cycles. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une vision sur 2-3 ans plutôt que seulement 1 an, en considérant les différents objectifs des joueurs, bien sûr? Ah, mais j'avais dit tout à l'heure, peut-être Cyprien n'a pas très bien entendu, ou moi je mangeais. Je disais qu'un macrocycle, c'est un plan annuel ou pluriannuel. On peut avoir sur 2-3 ans, si vous restez, etc. Bien sûr que sur 3 ans, mais évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement pressé dans le monde, même dans le monde amateur, qu'on veut chaque année gravir les échelons, monter, gagner les équipes, voilà. Donc, mais bien sûr, je pense que d'ailleurs, les cycles olympiques, c'est comme ça, 4 ans. 4 ans du travail pour amener quelqu'un là où il y a plusieurs raisons pour ça. C'est tout à fait, il a tout à fait raison. Et sachant que, enfin, pour rebondir là-dessus, en fait, c'est un peu comme ça qu'est organisée la formation des jeunes, puisque en gros, on estime qu'il faut avoir acquéri, je crois, des savoir-faire quand tu as 14 ans, des savoir-faire quand tu as 16 ans, des savoir-faire quand tu as 18 ans. Donc, on est un peu dans cette programmation-là. Après, enfin, tu peux nous dire ce que tu en penses, mais c'est vrai que moi, je trouve que quand on a ces programmations sur 2, 3, 4 ans, je pense que là aussi, il faut bien faire attention à passer chaque étape avant de passer aux objectifs de l'année suivante.
Puisque je trouve qu'on a souvent, par exemple, dans les clubs, on va dire que les jeunes, ils doivent maîtriser, je dis n'importe quoi, la 1,5 à moins de 14, ils doivent maîtriser la 3,3 en moins de 16, et en gros, ils doivent maîtriser tous les types de défense en moins de 18. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive avec des joueurs ou joueuses à moins de 18, mais en fait, ils ne savent même pas défendre en 1 contre 1. Donc, ça, je pense aussi, enfin, comment on fait pour organiser ces deux points de vue si on se fait sur un planning de 3, 4 ans et comment on peut réguler ça? Ah, mais à partir d'un planning, il sert déjà un plan, il sert pour être changé. Il faut constamment l'adapter, modifier, etc. Parce qu'il y en a qui arrêtent, qui partent, qui repartent, voilà. Ça dépend encore, je reviens sur le public. Bien sûr que tout est par tranche de 4 ans, que tu regardes même la scolarité, CP, machin, Ouais, C1, CM1, etc., jusqu'au sixième, etc., terminal, bac plus 4, maintenant 5, voilà, ouais, master 2. Tout est parce que sur le plan d'apprentissage, il y a différents processus, etc. L'apprentissage, stabilisation, et voilà. Bon, bref. Mais c'est intéressant. Tous les entraîneurs qui veulent, ils peuvent lire, trouver des choses intéressantes. C'est éduquer, c'est pour ça que je disais progresser. Maintenant, comment faire moi, je parlais dans mon travail, je donne des critères d'auto-évaluation pour que le joueur ne me demande pas pourquoi je ne joue pas, parce que sinon, tu t'en sors plus. hmm, J'avais, il y a 30 ans, une fille qui m'a posé la question en Coupe d'Europe, pourquoi moi je ne joue pas? Mais tu ne joues pas parce que, voilà, regarde. Donc, ça m'a appris qu'il faut que les joueurs savent que, voilà, quand tu as une, pour répondre à ta question d'une manière indirecte, ouais, un petit peu, quand tu as 7-8 séances par semaine, et le joueur, tu l'observes, tu regardes, et tu lui as dit qu'il faut quand même qu'il a la réussite de 60-70%. Comment veux-tu? Et je pose la question l'année dernière, je me suis tué en me posant la question à mes joueurs. Mais comment tu oses tirer au match? Je te vois ce soir, hier, avant-hier, tu fais les séries de 10 tirs, tu marques 2 buts par match. Tu n'as jamais tiré de cet endroit-là et tu prendras la balle au match, tu allais tirer là-bas. Mais qui t'autorise ça? Tu te fous de qui? Qui te demande ça? Parce que tu as envie, mais non, tu es professionnel, professionnel. Donc, de ce côté-là, je suis assez, allez, passez-moi l'expression, chiant. Je pars du principe que je suis entraîneur professionnel, il est de mon rôle de protéger le travail de chacun, y compris du mien. Donc, ouais, un joueur qui ne respecte pas la balle, qui tire quand il veut, il ne protège pas le travail, il ne respecte pas le travail des autres. Donc, maintenant, il faut de la même manière établir les critères et évaluation pour les différentes catégories. On sait, on sait ce que les joueurs doivent savoir faire, par exemple, à 12 ans. Dribbler main gauche, main droite, maîtriser ci ou ça, voilà. Sauf que il faut qu'on arrive à évaluer ça et qu'on note. Je vous conseille, si vous voulez retenir quelque chose ce soir, je peux vous montrer maintenant, partager l'écran. Chaque entraînement, chaque de mes entraînements, j'ai imaginé 30 ans de métier, plus de 10 000 entraînements. Plus de 10 000 entraînements. ouais, Chaque entraînement est écrit. Je peux vous le sortir maintenant. Qu'est-ce que je fais avec Créteil, avec Tremblay, avec Machin, Dijon, tel jour, telle date, telle heure, qui est entraînement, etc. Et je peux vous dire ce qui se passait après l'entraînement. Et si vous, qui vous avez 2 entraînements par semaine, si vous ne notez pas tout ça, vous allez voir en notant, en faisant planning, et juste tout simplement en notant ce qui est passé, ce qui est réalisé ou pas, vous allez voir qu'un fil conducteur se fait de soi-même et vous êtes dedans, pas besoin de chercher dans la tête. Ce soir, j'ai réussi, il y a une telle, voilà. Ça vous ouais. permet après, quand on pose des questions, de dire, hey, chérie, tu n'as pas fait ça, regarde ça, voilà, vous êtes tranquille. Parce qu'il faut, aujourd'hui, il faut dire des choses telles qu'elles sont. On est les entraîneurs, on est sous la pression des médias, des dirigeants, des parents, de tout le monde, des joueurs. Ouais. Et tout le monde pense que, voilà. Donc, moi, je pense que maintenant, je ne me substitue pas
et loin de moi cette idée, je n'ai pas cette prétention, je pense qu'en France, on a une très bonne formation. On a une excellente formation, on forme des cadres extra. Le problème, c'est après que peut-être on ne donne pas à chacun l'équipe qui lui vaut bien. Et on donne peut-être trop tôt un petit peu les équipes ou des équipes qui ne méritent pas. Et là, on fait brûler et le coach et l'équipe et tout. Mais bon, c'est que mon avis. Je suis pour que les gens commencent à travailler. Moi, j'étais jeune quand je commençais à travailler. Donc, forcément, il faut donner la chance à chacun. Mais il faut que chacun s'investisse et donc, la première des choses, coach, il doit, peu importe qu'il entraîne 2 fois, peu importe qu'il a un boulot, il doit, s'il veut être sérieux, et peu importe qu'on a un boulot à côté, quand on entraîne, quand on prend responsabilité d'une équipe, des enfants, on doit considérer qu'on peut avoir nos enfants entraînés par un autre qui viennent, qui ne pense jamais, qui ne planifie pas et qui peut le blesser. Donc, ce que je ne souhaite pas à mes enfants, je ne ferai pas aux autres. Même si je travaille dans une usine ou dans un magasin, je pense que quinzaine, vingtaine de minutes par jour, une demi-heure, quand on mange, on peut libérer la tête pour préparer. Mais c'est pour ça que planification est bon, parce qu'une fois au mois de mai, juin, quand vous mettez ça sur le papier, quand vous travaillez, après, il suffit juste de voir ce que je veux faire ce soir, etc., quel thème, et c'est beaucoup plus facile pour vous, pour les coachs. Et ensuite, il faut trouver je dirais, les critères d'évaluation, les acquis nécessaires, ce qui est en train d'acquisition, ce qui doit être acquis, sur le plan physique, tactique, technique, et tout simplement noter, évaluer. Moi, je pense que après, il y a des joueurs qui, forcément, ils n'arriveront pas tous au même niveau. Oui, oui. Je ne découvre pas l'eau chaude. Il y en a qui, après, le gros problème dans votre travail et le mien, c'est les vidéos, c'est les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs, ils arrivent déjà en tentant, en essayant d'interpréter, et personne n'aime faire des choses qu'il ne sait pas faire. Donc, finalement, devant leurs copains, ils ne veulent pas se ridiculiser. Ils pensent que handball, c'est Uwe Gensheimer qui jette reculette de tribune et le machin, et pour eux, c'est ça la technique. Alors qu'ils ne savent pas tenir un ballon, etc. Quand vous voyez qu'il tient la balle comme ça, le joueur, avec son petit doigt et machin. Moi, déjà, parce qu'on parle de ça, tu vois, tenir la balle, imagine que je dois dire, si on me voit là-bas, je dis aux joueurs, mais la meilleure manière d'apprendre à tenir la balle, c'est de mettre sa main comme ça sur la tête. Tu serres ta tête, le coude ici, et tu sentiras tes doigts, ça et ça. Et mon joueur, il tient la balle, son petit doigt est plié sur la balle. Et il veut marquer le but. Il dit, j'arrive pas, coach. Non, mais c'est vrai. Ouais. Là, donc, je pense qu'il faut prendre, comment on appelle ça, les acquis par catégorie d'âge. Chaque ligue aimait ça. On peut aussi, quand on travaille avec les très jeunes, 16, 18 ans, après, quand on a des équipes en pré-national, en excellence, ou je ne sais pas quel honneur, voilà, là, c'est un petit peu délicat. Ils viennent, ils veulent jouer, ils veulent s'amuser, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre le geste juste, etc. Et toute la difficulté, c'est cohabiter tout ce monde. Voilà. Bah, du coup, à limite, c'est bien parce que là, tu me permets de faire la transition avec une question de Fabien, là, puisque justement, tu vois, faire cohabiter tout ce monde-là et justement donner envie à ceux qui sont là peut-être plutôt pour s'amuser, c'est que penses-tu de l'importance de l'aspect mental? Attends, je lis la question, excuse-moi. Penses-tu que l'importance de l'aspect mental prend de plus en plus de place depuis quelques années et comment cela peut-il évoluer? Oui, Donc, c'est je Fabien pense qui que pose cette question. moi, je pense que je m'intéresse à ça depuis 30 ans. Parce que c'était un accident. Je vais vous raconter une anecdote, ça sera plus intéressant et vous allez voir pourquoi. J'ai repris
à entraîner une équipe. À l'époque, j'étais très jeune, trentaine d'années, équipe de Bordeaux Étudiants Club. Donc, je suis rentré après l'entraînement, je suis allé me doucher et du coup, boum, les filles rentrent dans le vestiaire. Et puis une ou deux demandent est-ce qu'on peut se doucher. J'étais choqué. J'avais peur, j'avais 30 ans. Donc, je me suis dit, mon Dieu, ici, il faut un psy et pas un entraîneur. Qu'est-ce qui se passe ici? En plus, je venais de débarquer 2-3 ans avant de Yougoslavie, donc de mon pays, là, ah là là. Et j'ai commencé un petit peu à creuser dedans. Mental, je pense que euh, j'applique et je dis souvent à mes joueurs la chose suivante. Pour gagner, il faut que tu sois plus fort, sinon aussi fort que moi, au minimum. Si tu n'es pas plus fort que moi, tu ne peux pas me gagner. Deuxième chose, pour gagner, il faut que tu fasses moins de fautes techniques que moi. Troisième chose, il faut que tu saches où me taper, où m'attaquer et comment m'empêcher de t'attaquer. Et quatrième chose, il faut que tu aies envie. Tu peux être le meilleur et plus fort et le machin, si tu n'as pas envie de gagner, tu ne gagneras pas. Par contre, ce n'est pas parce que tu as envie de gagner que tu gagneras. Et c'est là où il y a une confusion, le mental et le machin. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement on se cache derrière certaines choses. Les sportifs, enfin, il y a une évolution, je pense, c'est mon avis, et on en a échangé même avec toi un petit peu, il y a une évolution et j'ai un petit peu peur. Elle va dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça on ne le voit pas au foot, à un moment donné, notamment chez nous en France, sous la pression de poids économique, on voulait que, et parce qu'il y avait une politique fédérale de reconversion de certains joueurs, etc., on sait comment ça fonctionne, on mettait les anciens joueurs au poste d'entraîneur, parce que ça attirait les sponsors, parce que c'était un grand nom, etc. Or, le joueur, il savait qu'il faut sauter, il faut courir, mais il se rappelait, il travaillait par le souvenir comme ça, il ne savait pas ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni voilà. Et parmi, je profite encore, parmi mes principes de la science, c'est très important. La science, aujourd'hui, elle est la suite d'hier et le début de la suivante. Mais il y a aussi une autre chose. Dans la science, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quand est-ce qu'on le fait, pour ne pas dire comment. Et moi, quand j'écris mon entraînement, c'est toujours ça. Pourquoi, comment, à quel moment, pourquoi est-ce qu'il faut, voilà. Donc, aujourd'hui, les joueurs n'étant pas prêts et armés, rappelez-vous, j'appelle un chat, Olivier Giroud, il est venu en disant j'ai les diplômes, ça faisait feuilleton, on est d'accord. Voilà, je vais vous montrer moi qui je suis, boum, descendu avec Paris Saint-Germain. Ben, voilà, c'est la vie, mais ça ne va pas comme ça. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a eu pas d'autres choses, mais ça va vite. Donc, on a dit, allez, il faut les préparateurs physiques, il faut les préparateurs machin. Les préparateurs physiques, on dit activité, handball, science. On a commencé à faire du sport la science. Handball n'est pas une science. Handball a besoin de la science pour avancer, mais ce n'est pas une science. Le foot, n'importe qui, dans n'importe quelle montagne de Kazakhstan, Ouzbékistan, tu lui donnes la balle, il pique la balle au pied. Bébé, n'importe quel bébé, tu lui donnes la balle. Donc, après, on a besoin de la science pour progresser comme il faut, avancer, apprendre, tirer le maximum de quelqu'un. Donc, mental est venu pour substituer des lacunes techniques et physique et mental. Et maintenant, mental, il prend la place, mais moi, oui, parce qu'il y a une, comment dire, une pression, parce qu'il y a une envie, parce qu'on vit dans l'instantané. Si vous ne vous appuyez sur le bouton, il ne faut pas que ça soit haut débit, il faut que ça soit fibre. Si instantanément vous n'avez pas de réponse, c'est pas bien. Si le joueur n'a pas appris, mais qu'il veut 3 fois tirer, apprendre à tirer, ça ne va pas ça. Il faut répéter, répéter, répéter. Donc, pour terminer, pour être complet sur mental, moi je pars du principe qu'il
il y a deux processus. Nous, on est éducateur ou entraîneur et il y a entraîné ou élève, comme vous voulez. Il y a l'entraîneur. Il observe, il évalue, il conseille. Donc, on doit observer, évaluer, conseiller. Et entraîner, il doit percevoir, donc comprendre, stocker, analyser et stocker l'information et exécuter. Dans tout ça, il y a dialogue. Mais exécuter, c'est le plus dur. Il faut répéter, répéter, répéter. Et ils ne veulent pas. Et ensuite, il faut mental, il faut babysitter pour demander petit garçon qui veut être grand joueur, mais il faut que tu le, s'il te plaît, bien répéter. Donc mental, il a raison. Mental, il prend de plus en plus de la place. Moi, je peux vous poser à tous une question. Quel coaching en 2030, on est en 2021, on me l'a posé il y a 10 ans à Créteil, dans le cadre d'une étude, et ça me fait 10 ans dans la tête. Quel coaching 2030? Qu'est-ce que vos joueurs, mes joueurs, nos joueurs attendront de nous? En sachant que dans certains sports, notamment dans le combat, arts martiaux, etc., ils arrivent, ils apprennent tout par vidéo. Ils regardent YouTube, ils regardent machin, ils arrivent en disant il faut faire comme ça. Après, vous savez aussi bien que moi que pour rattraper un geste, il faut, enfin, pour corriger un geste, il faut le détruire, il faut réapprendre le schéma autrement. Donc aujourd'hui, je pense que par manque de qualité et de compétences des entraîneurs, on a commencé à appuyer. Le plus facile, c'est de dire mais mes joueurs ne voulaient pas jouer. Ils ne sont pas présents dans le combat. Moi, ça me fait rire. Moi, vous n'allez jamais lire, je vous fais un pari, regardez, est-ce que j'ai jamais parlé de ça? Est-ce que j'ai jamais balancé sur mes joueurs? Mes joueurs ne sont pas. Mais si les joueurs, il y a un entraîneur qui dit je suis désolé, au bout de 20 minutes, on s'écroule. Ça ne va pas comme ça. Ils n'ont pas envie. Mais pourquoi ils s'écroulent, mon vieux? Pourquoi tu as 20 blessés? Pourquoi ils s'écroulent en 20 minutes? Moi, je me pose ces questions. Après, ce n'est pas forcément de ma faute ou de sa faute. Il y a des circonstances réelles. Donc, moi, je trouve que le mental est important, que le mental au plus haut niveau est très important. Il faut savoir gérer le stress, il faut avoir des routines, il faut savoir, vous avez des joueurs, mais ça rentre dans le mental. Vous avez les joueurs qui ne savent pas regarder la vidéo. Ils ne savent pas regarder. Il n'est pas capable, en regardant les images, de se mettre dans la peau de celui qui effectue l'action ou dans la peau de celui qui regarde comment l'autre effectue. Donc, il y a une visualisation des images, il y a tout un travail à faire. Gestion de stress. Vous savez, la plupart, et ça aussi, c'est le mental, pour lui répondre. Aujourd'hui, tous, les entraîneurs, ils disent, écoutez l'état-mort. Oh, les gars, soyez concentrés. Alors, concentrés. Vous posez la question demain à tous vos joueurs, qu'est-ce que ça voudrait dire soyez concentrés? Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Moi, avant de leur dire soyez concentrés, j'ai dû leur expliquer à ma manière qu'est-ce que la concentration. Dans la préparation mentale, en fonction d'auteur, on le présente comme un tunnel. Et moi, je dis la concentration, c'est un tunnel dont vous sortez quand vous n'êtes pas dans le présent et non maîtrisable. Quand vous êtes un non maîtrisable, le joueur qui râle parce qu'arbitre, il est plus concentré sur l'action. Donc, je pense que mental, malheureusement, est important, mais on met cette sauce dans n'importe quel plat. Mental, mental, mental. Il est très important. Il sera, mais moi, si vous venez sans vouloir jouer un match en N2, N3, D2, Pro League, qu'est-ce que vous cherchez sur le terrain? C'est là où il y a le plaisir. Et le mental, c'est le plaisir. Sauf que moi, je pense qu'on se cache un petit peu derrière tout ça. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu? Il y a trop de choses à dire dedans. Et moi, il m'a piqué au vif avec ça. Mental, physique, handball. Ouais, voilà. Mais ils deviennent de plus en plus, et on se cache, oui, ils n'ont pas envie. Voilà, dès qu'ils sont mauvais, ils ne travaillent pas assez. Les joueurs, ils vont dire à leur père que
Ouais, on s'ennuie, on ne travaille pas assez en balle. J'ai appris qu'il y a baby handball. Je ne savais pas jusqu'au récemment que maintenant, il y a handball pour les bébés de 3 ans. Là, je ne sais pas. C'est nouveau pour moi. Je vais, à la limite, on va demander s'il y a encore une ou deux questions, parce que c'est vrai que là, on avance, mais vu que ça passionne tout le monde, j'ai eu des super retours là dans le chat. N'hésitez pas à poser une question en direct, hein. Ben Dom, pose-la direct avec ouvre ton micro et pose directement ta question si tu veux, n'hésite pas. Ou je la pose, hein, c'est comme tu veux, tu me dis, mais donc là, par exemple, tu vois, Bendom demande comment placer de la proprio avec 2 séances seulement. Mais tout est très bien, facilement. Facilement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour lui, pour Bendom, la proprio, c'est de monter sur le ballon. Voilà. Proprioception, ce n'est pas forcément les échelles extra. Proprioception, c'est aussi des sauts. Un exemple, euh, des, des triples sauts, des petits sauts, pieds joints, gauche-droite, etc. Des sauts sur les tapis. Voilà, pour nous, parce qu'on allait chez kiné, proprioception, c'est d'hémisphère, le machin, on se met là, on prend la balle, on travaille ça, et ça. Mais il n'y a pas meilleure proprioception que de faire. Regardez, par exemple, exercice simple. Moi, je mets mes joueurs sur la ligne et ça fait travailler PMA et c'est ce qu'on appelle, c'est connu, Zovko spécialité, c'est 4, 6, 7, 9, il y a 50 poussières mètres. Donc, on est sur la ligne de départ, de ligne de but, et on y va, on monte à 4 mètres, sprint, on revient en arrière, on remonte à nouveau à 6, on revient, on remonte à 7, on revient, on y va à 9, on revient, sprint au centre. Et ils aient 20, pour les plus faibles, 21, 22 secondes pour y arriver. Mais 20 secondes, c'est 10 secondes de récup. Hop, ils arrivent de l'autre côté et reblotent. Et là, je vous assure, les genoux, parce que c'est le rapport de mollet, quadri, les ischios, là, c'est la proprio. Qu'est-ce que la proprio, freinage, quand tu freines, quand tu reviens, quand tu repars, et les chevilles travaillent. La même chose, et comme ça, 10 séries. Et vous calculez 10 fois 20 secondes, c'est 200 secondes. 200 secondes divisé par 60, ça fait 3 minutes et demie, plus 10 fois 10, 100, 2 minutes, 5-6 minutes, un bloc. Donc, on peut faire 2 blocs comme ça de PMA de 7-8 minutes. Donc, proprio n'est pas forcément de monter sur le ballon, tenir l'équilibre. Tout ce qui est des petits sauts, pieds joints, des petits combats de coq, échauffement, on fait épaule contre l'épaule, on est en proprioception. On fait l'escrime. Quand je dis escrime, ballon à la main, on fait l'escrime l'un contre l'autre, on est d'accord, pour toucher la balle, toucher la poitrine, tout ça, c'est la proprio. Tu peux en faire pour les échauffements gardiens. Tu fais des petits sauts avant d'aller faire ton tir. Voilà. Exact. Gauche-droite, Droite, gauche-droite, voilà. voilà. Et tout ça, ça vous fait de la proprio. La question est pertinente, elle est bonne, mais il faut juste que, voilà. Après, vous pouvez remettre, moi je fais comme ça des petits, et ils sautent, des fois ils sautent de différentes, sur le banc, tomber, sauter par-dessus ou monter, se laisser tomber, faire une réaction. Tout ça, c'est proprio, c'est contrôlé, etc. Voilà. Ouais, et puis par rapport à ce que tu as dit, en tout cas dans la construction de la séance, effectivement, nous, on en avait déjà parlé avant, mais je le redis là parce que je trouvais ça super intéressant et depuis qu'on en a parlé, je l'applique. Mais c'est vrai que si le lundi, par exemple, tu entraînes le lundi, après le match, tu fais un échauffement ludique, effectivement, ta deuxième séance, tu peux remettre un échauffement athlétique où là, tu vas mettre de la proprio, de la PMA et tu enlèves la partie ludique, mais au moins, tu refais ta proprio et tu l'as de manière régulière. C'est aussi un autre moyen, quoi. Mais oui, mais à condition, tu peux leur donner un document que je t'avais donné. Quand tu regardes comme ça, quand tu le planifies, quand tu le mets, tu vois, oh, ben, cette semaine, je fais ça, la semaine prochaine, je vais faire autre chose. Et puis, il y a une suite dans tout ça. On voit qu'on a tout englobé, et ludique,
et athlétique et proprio, enfin athlétique, j'appelle ça proprio, et PMA, et un petit peu de la force, etc. Ça dépend. Si on a Ouais, gagné samedi, mais pourquoi pas laisser 10 minutes du foot? Allez, go, on ouais, y ouais, va. ouais. Ouais. Si on a perdu samedi, pourquoi pas le faire sortir 10-15 minutes de courir dans un parc et dire revenez ici, juste pour qu'elles parlent entre elles ou entre eux, et voilà, ils reviennent. Ouais. Bon, Allez, juste, on va terminer une dernière question, si y en a une. N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir le micro si vous avez envie de la poser en direct. Et puis, voilà, ou dans le chat, comme vous voulez. Et puis, donc, bah, écoute, je crois que, en tout cas, tout le monde est resté. C'est que je pense que le sujet a intéressé tout le monde. Donc, merci à toi, Dragan. Merci beaucoup pour ce moment. Effectivement, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on avait fait notre premier atelier, il y a maintenant 2 ans, quand on a fait connaissance, on avait déjà largement débordé. C'est toujours aussi intéressant et c'est toujours aussi passionnant de passer du temps avec toi. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à vous tous d'avoir participé, d'être venus. Et donc, bah, écoutez, je vous dis à un prochain rendez-vous, mardi prochain, sur un autre thème. Et puis, bons entraînements à tous, bonne continuation à vous et à bientôt. Philippe, juste Oui, une petite question, remarque. Si quelqu'un veut discuter et s'il trouve que je peux l'aider, ça sera avec plaisir. C'est, je plaisante, c'est gratuit, il n'y a pas, il y a pas de souci, ils peuvent appeler. Et je m'excuse auprès de tout le monde, parce que moi, quand, je me rends compte maintenant, quand tu parles posément, toi, moi, je suis tout dedans, tu vois, voilà. Donc, je ne crie pas, ça déborde de la passion. Donc, voilà. Merci de votre attention et n'hésitez pas, on est là pour vous aider, c'est tout. Voilà. c'est ça. Merci Merci Philippe. beaucoup à vous. Merci encore à toi, Dragan. Et puis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été nombreux et à très bientôt. Ciao, ciao, bye. À très bientôt.